à l'orée d'une grande forêt, vivait un pauvre bûcheron et sa femme et ses 2 enfants. Le garçon s'appelait Hansel et la fille Gretel. La famille ne mangeait guère. Une année, que la famille régnait dans le pays et que le pain lui-même vint à manquer, le bûcheron ruminait des idées noires, une nuit, dans son lit, et remâchait ses soucis. Il dit à sa femme, « Qu'allons-nous devenir? Comment nourrir nos pauvres enfants, quand nous n'avons plus rien et pour nous-mêmes ?» « Eh bien, mon homme, dit la femme, sais-tu ce que nous allons faire? Dès l'aube, nous conduirons les enfants au plus profond de la forêt. Nous leur allumerons un feu et leur donnerons à chacun un petit morceau de pain. Puis, nous irons à notre travail et les laisserons seuls. Ils ne retrouveront plus leur chemin et nous en serons débarrassés. »« Non, femme, dit Bûcheron, je ne ferai pas cela. Comment pourrais-je me résoudre à laisser nos enfants tout seuls dans la forêt? Les bêtes sauvages ne tarderaient pas à les dévorer. »« Oh, fou, rétorqua-t-elle, tu préfères donc que nous mourions de faim tous les 4 ? Alors, il ne te reste qu'à raboter les planches de nos cercueils. » Il n'eut de cesse qu'il n'accepta ce qu'elle proposait. « Mais j'ai quand même pitié de ces pauvres enfants, dit le bûcheron. » Les 2 petits n'avaient pas pu s'endormir tant ils avaient faim. Ils avaient entendu ce que leur marâtre disait à leur père. Gretel pleura des larmes amères et dit à son frère, « C'est en fait de nous. »« Du calme, Gretel, dit Hansel. Ne t'en fais pas, je trouverai un moyen de nous en tirer. » Quand les parents furent endormis, il se leva, enfila ses habits, ouvrit la chatière et se glissa dehors. La lune brillait dans le ciel et les graviers blancs devant la maison étincelaient comme des diamants. Hansel se pencha et en mit dans ses poches autant qu'il en put. Puis il rentra dans la maison et dit à Gretel, « Aie confiance, chère petite sœur, et dors tranquille. Dieu ne nous abandonnera pas. » Et lui-même se recoucha. Quand vint le jour, avant même que le soleil ne se levât, la femme réveilla les 2 enfants. « Debout, paresseux, nous allons dans la forêt pour y chercher du bois. » Elle leur donna un morceau de pain à chacun et dit, « Voici pour le repas de midi, ne mangez pas tout avant, car vous n'aurez rien d'autre. » Comme les poches de Hansel étaient pleines de cailloux, Gretel mit le pain dans son tablier, puis ils se mirent tous en route pour la forêt. Au bout de quelque temps, Hansel s'arrêta et regarda en direction de la maison, et sans cesse il répétait ce geste. Le père dit, « Que regardes-tu, Hansel? Et pourquoi tu restes toujours en arrière? Fais attention à toi et n'oublie pas de marcher. »« Ah, père, dit Hansel, regarde mon petit chat blanc qui est perché là-haut sur le toit, et je lui dis au revoir. » La femme dit, « Fou que tu es, ce n'est pas le chaton, c'est un reflet du soleil de la cheminée. » Hansel, en réalité, n'avait pas vu le chat, mais à chaque arrêt, il prenait un caillou blanc dans sa poche et le jetait sur le chemin. Quand ils furent arrivés au milieu de la forêt, le père dit, « Maintenant, les enfants, ramassez du bois, je vais allumer un feu pour que vous n'ayez pas froid. » Hansel et Gretel amassèrent des brindilles au sommet d'une petite colline. Quand on eut mis le feu et qu'il eut bien pris, la femme dit, « Couchez-vous auprès de lui, les enfants, et reposez-vous. Nous allons abattre du bois. Quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. » Hansel et Gretel s'assirent auprès du feu, et quand vint à l'heure du déjeuner, ils mangèrent leur morceau de pain. Ils entendaient retentir des coups de hache et pensaient que leur père était tout proche. Mais ce n'était pas la hache, c'était une branche que le bûcheron avait attachée à un arbre mort et que le vent faisait battre de ci, de là. Comme ils étaient assis là depuis des heures, les yeux finirent par leur tomber de fatigue, et ils s'endormirent. Quand ils se réveillèrent, il faisait nuit noire. Gretel se mit à pleurer et dit, « Comment ferons-nous pour sortir de la forêt ?» Hansel la consola. « Attends encore un peu, dit-il, jusqu'à ce que la lune soit levée. Alors nous retrouverons notre chemin. » Quand la pleine lune brilla dans le ciel, il prit sa sœur par la main et suivit les petits cailloux blancs. Ils étincelaient comme des écus frais, battus et indiquaient le chemin. Les enfants marchèrent toute la nuit, et quand le jour se leva, ils atteignirent la maison paternelle, ils frappèrent à la porte. Lorsque la femme eut ouvert, et quand elle vit que c'était Hansel et Gretel, elle dit, « Méchants enfants, pourquoi avez-vous dormi si longtemps dans la forêt? Nous pensions que vous ne reviendrez jamais. » Leur père, lui, se réjouit, car il avait le cœur lourd de les avoir laissés seuls dans la forêt. Peu de temps après, la misère régna de plus belle, et les enfants entendirent ce que la marâtre disait pendant la nuit à son mari. Il ne reste plus rien à manger, une demi-miche seulement, et après finit la chanson. Il faut nous débarrasser des enfants, nous les conduirons encore plus profond dans la forêt pour qu'ils ne puissent retrouver leur chemin.
Il n'y a rien d'autre à faire. Le père avait bien du chagrin, il songeait. Il faudrait mieux partager la dernière bouchée avec les enfants, mais la femme ne voulut n'en entendre. Elle le gourmanda et lui fit 1000 reproches. Qui dit A doit dire B. Comme il avait accepté une première fois, il dut consentir de rechef. Les enfants n'étaient pas encore endormis, ils avaient tout entendu. Quand les parents furent plongés dans le sommeil, Hansel se leva avec l'intention d'aller ramasser des cailloux, comme la fois précédente. Mais la marâtre avait verrouillé la porte et le garçon ne put sortir. Il consola cependant sa petite sœur. « Ne pleure pas, Gretel, dors tranquille, le bon Dieu nous aidera. » Tôt le matin, la marâtre fit lever les enfants et leur donna un morceau de pain, plus petit encore que l'autre fois. Sur la route de la forêt, Hansel l'émietta dans sa poche. Il s'arrêtait souvent pour en jeter un peu au sol. « Hansel, qu'as-tu à t'arrêter et à regarder autour de toi ?» dit le père. « Va ton chemin. Je regarde ma petite colombe sur le toit pour lui dire au revoir, » répondit Hansel. « Fou, dit la femme. Ce n'est pas la colombe, c'est le ciel qui se joue sur la cheminée. » Hansel, cependant, continuait à semer des miettes de pain le long du chemin. La marâtre conduisit les enfants au fin fond de la forêt, plus loin qu'ils n'étaient jamais allés. On y refit un grand feu et la femme dit « Restez là, les enfants. Quand vous serez fatigués, vous pourrez dormir un peu et nous allons couper du bois et ce soir, quand nous aurons fini, nous viendrons vous chercher. » À midi, Gretel partagea son pain avec Hansel qui avait éparpillé le sien le long du chemin. Puis, ils dormirent et la soirée passa sans que personne ne revînt auprès d'eux. Ils s'éveillèrent au milieu de la nuit et Hansel consola sa petite sœur disant « Attends que la lune se lève, Gretel. Nous verrons les miettes de pain que j'ai jetées. Elles nous montreront le chemin de la maison. » Quand la lune se leva, ils se mirent en route, mais de miettes, point. Les 1000 oiseaux des champs et des bois les avaient mangés. Les 2 enfants marchèrent toute la nuit et le jour suivant s'en trouvaient à sortir de la forêt. Ils mouraient de faim, n'ayant à se mettre sous la dent que quelques baies sauvages. Ils étaient si fatigués que leurs jambes ne voulaient plus les porter. Ils se couchèrent au pied d'un arbre et s'endormirent. 3 jours s'étaient déjà passés depuis qu'ils avaient quitté la maison paternelle. Ils continuaient à marcher, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. Si personne n'allait venir à leur aide, ils ne tarderaient pas à mourir. À midi, ils virent un joli oiseau, sur une branche, blanc comme neige. Il chantait si bien que les enfants s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand ils eurent fini, il déploya ses ailes et percha et vola devant eux. Ils le suivirent jusqu'à une petite maison sur le toit de laquelle le bel oiseau blanc se percha. Quand ils s'en furent approchés tout près, ils virent qu'elle était faite de pain et recouverte de gâteaux. Les fenêtres étaient en sucre. « Nous allons nous mettre au travail, dit Hansel, et faire un repas béni de Dieu. Je mangerai un morceau du toit. Ça a l'air d'être bon. » Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Gretel se mit à lécher les carreaux. On entendit alors une voix suave qui venait de la chambre. « Langue, langue, lèche. Qui donc ma maison lèche ?» Les enfants répondirent « C'est le vent, ce céleste enfant. » Ils continuèrent à manger sans se laisser détourner de leurs tâches. Hansel, qui trouvait le toit fort bon, en fit tomber un gros morceau par terre et Gretel découpa une vitre entière, s'assit sur le sol et se mit à manger. La porte tout à coup s'ouvrit et une femme vieille comme les pierres, s'appuyant sur une canne, sortit de la maison. Hansel et Gretel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête et dit « Hé, chers enfants, qui vous a conduit ici? Entrez, venez chez moi, il ne vous fera aucun mal. » Et elles les prirent tous les deux par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elles leur servirent un bon repas, du lait et des beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite 2 petits lits. Hansel et Gretel s'y couchèrent. Ils s'y croyaient au paradis, mais l'amitié de la vieille n'était qu'apparente. En réalité, c'était une méchante sorcière, à l'affût des enfants. Elle n'avait construit la maison de pain que pour les attirer. Quand elle en prenait un, elle le tuait, le faisait cuire et le mangeait. Pour elle, c'était alors un jour de fête. La sorcière avait les yeux rouges et elle ne voyait pas très clair. Mais elle avait un instinct très sûr, comme les bêtes. Elle sentait venir de loin les êtres humains. Quand Hansel et Gretel s'était approchée de sa demeure, elle avait ri méchamment et dit d'une voix mielleuse
Ceux-là, je les tiens, il ne faudra pas qu'ils m'échappent. À l'aube, avant que les enfants ne soient éveillés, elle se leva. Quand elle les vit qui reposaient si gentiment avec leurs bonnes joues toutes roses, elle murmura « Quel bon repas je vais me faire !» Elle attrapa Hansel de sa main rêche, le conduisit dans une petite étable et l'y enferma au verrou. Il eut beau crier, cela ne lui servit à rien. La sorcière s'approcha ensuite de Gretel, la secoua pour la réveiller et s'écria « Debout, paresseuse, va chercher de l'eau et prépare quelque chose de bon à manger pour ton frère. Il est enfermé à l'étable, il faut que je l'engraisse. Quand il sera à point, je le mangerai. » Gretel se mit à pleurer, mais cela ne lui servit à rien. Elle fut obligée de faire ce que lui demandait l'ogresse. On prépara pour le pauvre Hansel les plats les plus délicats. Gretel, elle, n'eut droit qu'à des carapaces de crabes. Tous les matins, la vieille se glissait jusqu'à l'écurie et disait « Hansel, tends tes doigts, que je vois si tu es déjà assez gras. » Mais Hansel tendait un petit os et la sorcière, qui avait de mauvais yeux, ne se rendait pas compte. Elle croyait que c'était vraiment les doigts de Hansel et s'étonnait qu'il ne s'engraissât point. Quand 4 semaines furent passées et que l'enfant était toujours aussi maigre, elle perdit patience et décida de ne pas attendre plus longtemps. « Oh là, Gretel !» cria-t-elle, « dépêche-toi d'apporter de l'eau. Quand que Hansel soit gras ou maigre, c'est demain que je le tuerai et je le mangerai. » Ah, comme elle pleurait, la pauvre petite, en charriant ses seaux d'eau, comme les larmes coulaient le long de ses joues. « Dieu bon, aide-nous donc !» s'écria-t-elle. « Si seulement les bêtes de la forêt nous avaient dévorés, au moins nous serions morts ensemble. Cesse de te lamenter, dit la vieille, cela ne te servira à rien. » De bon matin, Gretel fut chargée de remplir la grande marmite d'eau et d'allumer le feu. « Nous allons d'abord faire la pâte, dit la sorcière. J'ai déjà fait chauffer le four et préparé ce qu'il faut. » Elle poussa la pauvre Gretel vers le four, d'où sortaient de grandes flammes. « Faufile-toi dedans, ordonna-t-elle. Et voici les assez chaud pour la cuisson. » Elle avait l'intention de fermer le four quand la petite y serait pour la faire rôtir. Elle voulait le manger aussi. Mais Gretel devina à son projet et dit « Je ne sais comment faire. Comment entre-t-on dans ce four ?»« Petit toit, dit la sorcière, l'ouverture est assez grande. Vois, je pourrais y entrer moi-même. » Elle y passa la tête. Alors, Gretel la poussa vivement dans le four, claqua la porte et mit le verrou. La sorcière se mit à hurler épouvantablement. Mais Gretel s'en alla, et cette épouvantable sorcière n'eut plus qu'à rôtir. Gretel, elle, courut aussi vite qu'elle pouvait chez Hansel. Elle ouvrit la petite étable et dit « Hansel, nous sommes libres, la vieille sorcière est morte. » Hansel bondit hors de sa prison aussi rapide qu'un oiseau dont on vient d'ouvrir la cage. Comme il était heureux, comme ils se prirent par le cou, dansèrent et s'embrassèrent. N'ayant plus rien à craindre, ils pénétrèrent dans la maison de la sorcière. Dans tous les coins, il y avait des caisses pleines de perles et de diamants. « C'est encore mieux que des petits cailloux, dit Hansel, en remplissant ses poches, et Gretel ajouta « Moi aussi je veux en rapporter à la maison. » Et elle en mit tant qu'elle put dans son tablier. « Maintenant il nous faut partir, dit Hansel. Si nous voulons fuir cette forêt ensorcelée, au bout de quelques heures, ils arrivèrent sur les bords d'une grande rivière. « Nous ne pourrons pas la traverser, dit Hansel. Je ne vois ni passerelle ni pont. » On n'y voit aucune barque non plus, dit Gretel. Mais voici un canard blanc. Si je lui demande, il nous aidera à traverser. Elle cria « Petit canard, nous sommes Hansel und Gretel. Il n'y a ni barque, ni guet, ni pont. Fais-nous passer avant qu'il ne soit trop tard. » Le petit canard s'approcha et Hansel se mit à califourchon sur son dos. Il demanda à sa sœur de prendre place à côté de lui. « Non, répondit-elle, ce serait trop lourd pour le canard, nous traversons l'un après l'autre. » La bonne petite bête les mena ainsi à bon port. Quand ils eurent donc passé l'eau, sans dommage, ils s'aperçurent au bout de quelque temps que la forêt leur devenait de plus en plus familière. Finalement, ils virent au loin la maison de leur père, ils se mirent à courir, se ruèrent dans la chambre de leurs parents et se sautèrent au cou de leur père. L'homme n'avait plus une seule minute de bonheur depuis qu'il avait abandonné ses enfants dans la forêt. Sa femme était morte. Gretel secoua son tablier, et les perles et les diamants roulèrent à travers la chambre. Hansel en sortit d'autres de ses poches par poignées. C'en était fini des soucis. Ils vécurent heureux, tous ensemble. Aujourd'hui, je vous raconte L'Oiseau d'or des frères Grimm. Il était une fois un roi qui possédait derrière son palais un joli jardin où se trouvait un arbre qui portait des pommes d'une couleur d'or. Il arriva qu'en automne, lorsque les pommes furent mûres, le roi les compta
et que le jour suivant, il s'en trouva une de moins. En conséquence, le roi ordonna qu'à l'avenir, quelqu'un veillerait toutes les nuits au pied de l'arbre. Comme il avait 3 fils, il confia d'abord ce soin à l'aîné. Mais vers minuit, celui-ci n'eut plus la force de lutter contre le sommeil, et le matin suivant, il manquait une 2e pomme. Le second fils fut chargé de veiller la nuit suivante, mais il ne fut pas plus heureux que son frère. Il s'endormit vers minuit, et le lendemain, il manquait une nouvelle pomme. Vint le tour du 3e fils, qui était disposé à monter bravement sa garde. Mais le roi n'avait pas grande confiance dans le résultat de sa bonne volonté, pensant que, puisqu'il était le plus jeune, il serait moins capable encore que ses frères de résister au sommeil. À la fin, pourtant, il consentit à lui laisser passer la nuit dans le jardin. Le jeune homme alla donc se poster sous l'arbre, y fit sentinelle et ne permit pas au sommeil de fermer ses paupières. Lorsque sonna minuit, il entendit quelque chose bruire dans l'air. Il vit à la clarté de la lune s'approcher en volant de son côté un oiseau dont le plumage était entièrement d'or. Celui-ci s'abattit sur l'arbre, et il était sur le point d'enlever une pomme avec son bec lorsque le jeune homme lui envoya une flèche. L'oiseau s'envola, mais la flèche avait touché une de ses ailes, d'où une plume d'or se détacha et tomba à terre. Le jeune homme la ramassa et la porta le lendemain matin au roi, en lui racontant ce qu'il avait vu pendant la nuit. Le roi assembla son conseil et chacun fut d'avis qu'une telle plume valait autant que le royaume tout entier. « Si cette plume a un si grand prix, dit le roi, il ne peut me suffire de ne posséder que celle-là. Je veux avoir l'oiseau lui-même. » L'aîné de ses fils se mit donc en campagne et, plein de confiance dans son habileté, il se flatta de trouver bientôt l'oiseau d'or. Après avoir marché longtemps, il aperçut un renard assis sur la lisière d'un bois, arma son fusil et coucha l'animal. Le renard lui cria « Ne me tue pas, car je veux te donner un bon conseil. Tu es sur la bonne route pour trouver l'oiseau d'or. Tu y arriveras ce soir, dans un village où tu verras 2 auberges en face l'une de l'autre. L'une d'elles sera brillante de lumière, et tu y entendras rire et chanter. N'y va point, mais entre avec confiance dans l'autre, malgré son extérieur misérable. Comment un aussi sot animal pourrait-il me donner un conseil raisonnable ? Et le prince lâcha son coup, mais sans atteindre le renard, qui dressa sa queue et disparut comme un éclair dans le bois. Le voyageur continua sa route. Il arriva le soir dans le village, où se trouvaient les 2 auberges. Dans l'une, on chantait et on dansait, et dans l'autre, au contraire, il y avait une apparence de tristesse et d'abandon. Je serais bien sot, pensa le prince, d'entrer dans cette misérable bicoque, de préférence à cette maison où l'on s'amuse si bien. En conséquence, il entra dans l'auberge bruyante, y vécut dans la bonne chère et le plaisir, et oublia l'oiseau d'or et son père. Lorsqu'il se fut écoulé quelque temps sans qu'on vît revenir le prince au palais, son frère cadet partit à son tour dans le but de chercher l'oiseau d'or. De même que son frère, il rencontra le renard, dont il méprisa également les conseils. Il arriva en face des 2 auberges, et à la fenêtre de celle où retentissaient les cris de fête, il aperçut son frère qui lui fit signe de venir. Il n'eut pas la force de résister. Il entra dans l'auberge,
et se mêla aux joyeux convives. De nouveau, s'écoula quelque temps, et comme ses aînés ne revenaient pas, le plus jeune des princes voulut aussitôt tenter son étoile. Le père n'y voulut pas d'abord consentir, pensant qu'il aurait moins de prudence que ses frères, et qu'il lui arriverait sans doute quelque malheur qui le priverait de lui pour toujours. Mais à la fin, cédant à ses instances, il lui permit de partir. Cette fois encore, le renard était assis sur la lisière du bois, et comme précédemment, il demanda grâce pour sa vie en échange de son bon conseil. Le jeune homme avait un bon cœur. Il dit au renard: « Sois tranquille, mon ami, je ne te ferai point de mal. »« Tu n'auras pas lieu de t'en repentir, répondit le renard, et pour arriver plus vite à tes fins, viens t'asseoir sur ma queue. » À peine le prince y fut-il assis, que le renard se mit à courir si vite, en sautant par-dessus pierres et broussailles, que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Quand ils furent arrivés au village, le jeune homme mit pied à terre, suivit le bon conseil du renard et entra sans se retourner dans la pauvre auberge où il passa paisiblement la nuit. Le lendemain matin, il n'eut pas plutôt quitté le village qu'il rencontra le renard assis au coin d'un champ. « Je veux te dire ce qui te reste à faire. Continue de marcher toujours tout droit devant toi. Tu arriveras enfin près d'un château devant lequel tu verras tout un régiment de soldats couchés par terre. Que cela ne t'inquiète pas, car tous ces soldats seront alors en train de dormir et de ronfler. Passe au milieu d'eux et pénètre dans le château, traverse les nombreux appartements jusqu'à ce que tu parviennes dans une chambre où dans une cage de bois tu verras perché un oiseau d'or. À côté se trouve une cage magnifique et tout entière d'or. Mais ne va pas tirer l'oiseau de sa cage modeste pour le placer dans la cage précieuse. Sinon, tu te repentiras de ne m'avoir point écouté. » Cela dit, le renard dressa de nouveau sa queue et le prince s'y assit. Puis, l'animal se remit à courir si vite, en bondissant par-dessus pierres et broussailles, que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Lorsqu'il arriva près du château, il trouva tout dans l'état que le renard lui avait annoncé. Le prince pénétra jusque dans la chambre où l'oiseau d'or se trouvait, enfermé dans une cage de bois. Près de là s'en trouvait une autre en or massif. Il vit en outre, dans la chambre, les 3 pommes d'une couleur d'or qui avaient été dérobées dans le jardin du roi son père. La pensée lui vient aussitôt qu'il serait ridicule de transporter un si bel oiseau dans une si pauvre cage. Il ouvrit la porte, saisit le noble animal et le plaça dans la cage d'or. Au même instant, l'oiseau poussa un cri perçant. Les soldats s'éveillèrent, se précipitèrent dans le château et emmenèrent le prince en prison. Le lendemain matin, il passa devant une commission militaire et fut condamné à la peine de mort. Toutefois, le roi consentit à lui faire grâce, à condition qu'il lui amènerait le cheval d'or, dont les pieds étaient plus prompts que le vent, et même il lui promit de lui donner encore, pour récompense, l'oiseau d'or. Le prince se mit en route, mais il était triste, car il ignorait où il pourrait trouver le cheval d'or. Il était en proie à ses réflexions, lorsqu'il aperçut tout à coup son vieil ami le renard, assis au bord du chemin. « Vois-tu, dit le renard, tu n'as pas suivi mes conseils, et il t'est arrivé malheur. Mais ne perds pas courage, je me charge de ton affaire, et je veux t'apprendre le moyen de découvrir le cheval d'or. Continue de marcher toujours tout droit devant toi, et tu arriveras près d'un château, dans l'écurie duquel se trouve ce cheval. Devant l'écurie, tu rencontreras, il est vrai, les palefreniers et les domestiques,
mais ils seront en train de dormir et de ronfler, si bien qu'il te sera facile d'enlever le cheval d'or sans qu'ils s'en aperçoivent. Mais aie bien soin d'observer ma recommandation. Mets-lui la méchante selle de bois et de corde, et non celle d'or, pendues toutes les deux à la muraille. Sinon, tu auras lieu de te repentir. » Cela dit, le renard dressa sa queue. Le prince s'y assit, et l'animal se mit à courir si vite en bondissant par-dessus pierres et broussailles, que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Tout se trouva en effet tel que le renard l'avait prédit. Il entra dans l'écurie, et y trouva le cheval d'or. Mais quand il voulut lui mettre la méchante selle de bois et de corde, il se prit à penser « Oh, ce serait souiller un si bel animal que de ne pas lui mettre une belle selle, celle qui est là. » La belle selle n'eut pas plutôt effleuré la peau du noble cheval qu'il se mit à hennir fortement. Les palefreniers et domestiques se réveillèrent, s'emparèrent du jeune homme et le garrottèrent. Le lendemain matin, il fut jugé et condamné à la peine de mort. Cependant, le roi voulut bien lui faire grâce et même lui promettre le cheval d'or à la condition qu'il lui amènerait la belle princesse qui habitait un palais d'or. Le jeune homme tout soucieux se mit donc en route. Heureusement pour lui, il rencontra bientôt son fidèle renard. « Je ne devrais ne plus m'occuper de toi, » lui dit ce dernier, « mais j'ai pitié de ton embarras, et je veux bien encore une fois te tirer d'affaire. Le chemin que tu suis mène droit au château d'or. Tu y arriveras ce soir. La nuit, lorsque tout sera plongé dans le repos, la jeune princesse se rendra à sa maison de bain afin de s'y baigner. Au moment où tu la verras se diriger de ce côté, cours à sa rencontre et donne-lui un baiser. Alors, elle le suivra et tu seras sûr de pouvoir l'emmener avec toi. Mais ne lui permets pas d'aller faire ses adieux à ses parents, car tu ne l'en trouverais pas bien. » Cela dit, le renard dressa sa queue, le prince y prit sa place, et l'animal se mit à courir si vite en bondissant par-dessus pierres et broussailles que le vent sifflait dans les cheveux de notre voyageur. Arrivé au château, il y trouva tout tel que le lui avait prédit le renard. Il attendit que minuit sonnât et que tout fut plongé dans le repos. Dès qu'il vit la belle princesse se diriger vers sa maison de bain, il s'élança vers elle et lui donna un baiser. Elle lui répondit qu'elle ne demandait pas mieux que de le suivre, mais elle le pria, avec soupirs et larmes, de vouloir bien lui permettre d'aller d'abord faire ses adieux à ses parents. Il commença par s'opposer à sa demande, mais comme ses pleurs redoublaient et qu'elle était agenouillée devant lui, il n'eut pas la force de résister davantage. À peine la jeune fille fut-elle entrée dans la chambre de son père, que celui-ci se réveilla, ainsi que tout le monde dans le château, et le jeune homme fut arrêté et chargé de liens. Le lendemain matin, le roi lui dit « Tu dois périr, et tu n'as d'autre moyen d'éviter la mort que si tu parviens à déplacer cette montagne que tu peux voir de mes fenêtres, et qui me barre la vue de ce côté. Je te préviens, tu n'as que 8 jours pour exécuter ce que j'exige de toi. Si tu réussis, ma fille sera ta récompense. » Le prince se mit à l'œuvre. Il travailla sans relâche, avec la bêche et la pioche. Mais lorsqu'après 7 jours d'efforts, il vit sa besogne si peu avancée qu'on en remarquait à peine quelques traces, il tomba dans une grande tristesse et perdit tout espoir. Le soir du 7e jour, apparut le renard qui lui dit « Tu ne mérites pas que je m'occupe de toi, cependant, va prendre quelque repos, et je ferai la besogne à ta place. » Le jour suivant, quand le prince s'éveilla et regarda par la fenêtre, la montagne avait disparu. Il alla tout joyeux annoncer au roi que son désir était satisfait. Et bon gré mal gré, celui-ci dut tenir sa parole et lui donner sa fille.
Les deux fiancés se mirent donc en route, et le fidèle renard ne tarda pas à se présenter à eux. « Tu possèdes maintenant le plus précieux trésor, dit-il au prince. Mais à la jeune fille du palais d'or appartient aussi le cheval d'or. Comment pourrais-je me le procurer ? Demanda le jeune homme. Je vais te l'apprendre, répondit le renard. Commence par ramener la belle princesse au roi qui t'a envoyé vers le palais d'or. Il en éprouvera une telle joie qu'il te donnera le cheval d'or. Monte-le aussitôt. Tends en signe d'adieu la main à tout le monde, en finissant par la belle princesse. Et dès que tu auras saisi cette dernière, tire-la vivement à toi, puis lance ton cheval. Personne ne sera capable de t'atteindre, car ce cheval court plus vite que le vent. » Tout se passa suivant les recommandations du renard, et le jeune homme enleva la belle princesse sur le cheval d'or. Le renard ne s'en tint pas là et dit au jeune homme : « Je veux maintenant t'enseigner le moyen de te procurer l'oiseau d'or. Quand tu seras près du château où se trouve l'oiseau, fais descendre de cheval la jeune fille, sois sans crainte, je la prendrai sous ma protection, puis entre dans la cour du château avec le cheval d'or. À cette vue, le château se remplira de joie, et l'on te fera apporter l'oiseau d'or. Dès que tu auras la cage dans la main, reviens vers nous et fais remonter la princesse en selle derrière toi. » La chose ayant réussi, le prince se disposait à retourner chez son père avec ses trésors, lorsque le renard lui dit : « Il te reste à me témoigner ta reconnaissance en m'assistant à ton tour. »« Que puis-je faire pour toi ? demanda le jeune homme. »« Quand nous serons arrivés dans le bois, donne-moi la mort et coupe-moi la tête et les pattes. Ce sera là une jolie manière de te prouver ma reconnaissance, dit le prince, mais il m'est impossible de te rendre un pareil service. Le renard reprit : « Si tu ne veux point faire ce que je te demande, je suis forcé de me séparer de toi. Mais avant de te quitter, je veux encore te donner un bon conseil. Préserve-toi de 2 choses. N'achète point de viande de potence et aie bien soin de ne jamais t'asseoir au bord d'un torrent. » À ces mots, le renard s'enfuit à travers le bois. Le jeune homme se prit à penser : « Voilà un merveilleux animal qui a de bien singuliers caprices. Qui songerait jamais à acheter de la viande de potence ? Et quant au plaisir de m'asseoir au bord d'un torrent, une telle fantaisie ne m'est jamais passée par la tête. » Et il poursuivit sa route avec la belle princesse, et son chemin le conduisit bientôt dans le village où ses 2 frères étaient restés. Il y remarqua beaucoup d'agitation et de bruit, et quand il en demanda la cause, on lui répondit que 2 hommes allaient être pendus. Lorsqu'il fut arrivé plus près du groupe, il reconnut que ces 2 hommes étaient ses frères, dont la mauvaise conduite avait mérité cette punition. Il s'empressa de demander s'il ne restait plus un seul moyen de leur rendre la liberté. « Oui, si vous voulez payer pour eux. Mais comment voudriez-vous donner votre argent pour d'aussi mauvais sujets ?» Il n'hésita pas cependant. Il paya pour eux, et quand ils furent redevenus libres, ils partirent avec nos 2 voyageurs. Ils arrivèrent dans le bois où pour la première fois leur était apparu le renard. Et comme le feuillage y répandait une douce fraîcheur, les 2 frères dirent : « Reposons-nous un moment au bord de ce torrent, afin d'y prendre un peu de nourriture. » Le jeune prince y consentit, et rendu distrait par la conversation, il s'assit au bord du torrent, sans se défier de rien. Mais les 2 frères le renversèrent dans le ravin, s'emparèrent de la princesse, du cheval, de l'oiseau, et se hâtèrent de se rendre au palais de leur père. Non
seulement, lui dirent-ils, nous vous apportons l'oiseau d'or, mais encore nous vous amenons le cheval d'or et la jeune princesse du palais d'or. Cela réjouit fort le roi, mais le cheval refusa de manger, l'oiseau refusa de siffler, et la jeune fille s'assit et pleura. Cependant, le plus jeune des frères n'était pas mort. Par bonheur, le torrent était presque à sec, et il tomba mollement sur un nid de mousse, et il lui fut impossible de sortir du ravin. Le fidèle renard ne l'abandonna pas dans ce nouveau péril. Il sauta dans l'eau, et, s'approchant de lui, le gronda d'avoir oublié ses conseils. « Je ne puis pourtant pas souffrir ce qui arrive, continua-t-il, et je veux t'aider à revoir la lumière du jour. » Puis, il lui recommanda de saisir sa queue avec les deux mains, de s'y accrocher fortement, et ensuite il grimpa avec adresse contre les roches du torrent, et arriva sans malheur jusqu'au bord. « Tu n'es pas encore hors de tout danger, dit le renard. Tes frères ont empli le bois de sentinelles qui ont ordre de te mettre à mort si tu parviens à sortir du ravin. » Il se trouva fort à propos qu'un pauvre homme était assis au bord du chemin. Le prince fit échange de vêtements avec lui et arriva à la cour du roi. Personne ne le reconnut, mais l'oiseau se mit à siffler, le cheval à manger, et la belle princesse suspendit ses larmes. Le roi, saisi d'étonnement, dit « Qu'est-ce que cela signifie ?» La jeune fille répondit « Je n'en sais rien, mais j'étais triste, et maintenant je me sens joyeuse. On dirait que mon vrai fiancé est de retour. » Puis, elle raconta au roi tout ce qui était arrivé, quoique les autres frères l'eussent menacée de la tuer si elle trahissait leur secret. Le roi donna ordre de faire paraître devant lui toutes les personnes qui se trouvaient dans le palais. Le plus jeune prince vint comme les autres, dans ses habits de mendiant, mais la jeune fille le reconnut aussitôt et sauta à son cou. Les deux frères indignes furent saisis et mis à mort. Quant au jeune prince, il fut uni à la belle princesse et désigné comme héritier du roi. Mais que devient donc ce pauvre renard? Longtemps après, le prince retourna un jour dans le bois, où il rencontra le renard qui lui dit « Tu es maintenant au comble de tes vœux, mais moi, mon malheur n'a point de fin, et pourtant il ne dépend que de toi de m'en délivrer. » Et cette fois encore, il le supplia, du ton le plus douloureux, de lui donner la mort, de lui couper ensuite la tête et les pattes. Le prince y consentit enfin, et à peine l'eut-il fait, que le renard se changea en un beau jeune homme. Ce jeune homme n'était autre que le frère de la belle princesse, qui venait d'être affranchi de la sorte d'un charme qu'il subissait depuis longtemps. Et désormais, tant qu'ils vécurent, il ne manqua plus rien à leur bonheur. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînées répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la belle remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune, et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu'une petite maison de campagne, bien loin de la ville. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans cette maison, et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient vivre. Ses deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la ville,
et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'eussent plus de fortune. Les bonnes demoiselles se trompaient. Leurs amants ne voulurent plus les regarder quand elles furent pauvres. Comme personne ne les aimait à cause de la fierté, on disait « Elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé. Qu'elles aillent faire les dames en gardant les moutons ?» Mais en même temps, tout le monde disait « Pour la belle, nous sommes bien fâchés de son malheur. C'était une si bonne fille. Elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. » Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l'épouser, quoiqu'elle n'eût pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait pas se rendre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. La pauvre belle avait été bien affligée d'abord de perdre sa fortune, mais elle s'était dit à elle-même « Quand je pleurerai beaucoup, mes larmes ne me rendront pas mon bien. Il faut tâcher d'être heureuse sans fortune. » Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses 3 fils s'occupèrent à labourer la terre. La belle se levait à 4 heures du matin et se dépêchait de nettoyer la maison et d'apprêter à dîner pour la famille. Elle eut d'abord beaucoup de peine, car elle n'était pas accoutumée à travailler comme une servante. Mais au bout de 2 mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin, ou bien elle chantait en filant. Ses 2 sœurs, au contraire, s'ennuyaient à la mort. Elles se levaient à 10 heures du matin, se promenaient toute la journée, s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. « Voyez, notre cadette, disait-elle entre elles, elle a l'âme basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille et surtout sa patience, car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l'ouvrage de la maison, l'insultaient à tout moment. Il y avait 1 an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre, pour laquelle on lui marquait qu'un vaisseau sur lequel il avait des marchandises venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensa tourner la tête à ses 2 aînés qui pensaient qu'à la fin, elles pourraient quitter cette campagne où elles s'ennuyaient tant. Et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures et toutes sortes de bagatelles. La belle ne lui demandait rien. Elle pensait en elle-même que tout l'argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient. « Tu ne me pries pas de t'acheter quelque chose ?» lui dit son père. « Puisque vous avez la bonté de penser à moi, je vous prie de m'apporter une rose, car il n'en vient point ici. » Ce n'est pas que la belle se souciât d'une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs, qui auraient dit que c'était pour se distinguer qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, et quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que 30 000 pour arriver à sa maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants. Mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement, le vent était si grand qu'il le jeta 2 fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait mangé des loups, qu'il entendit hurler autour de lui.
Tout d'un coup, en regardant, au bout d'une longue allée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là et vit que cette lumière sortait un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercia Dieu du secours qu'il lui envoyait et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans, et ayant trouvé du foin et de l'avoine, le pauvre animal qui mourait de faim se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. Le marchand l'attacha dans l'écurie et marcha vers la maison où il ne trouva personne. Mais étant rentré dans une grande salle, il y trouva un bon feu et une table chargée de viande où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la neige l'avaient mouillé jusqu'aux os, il s'approcha du feu pour se sécher et disait en lui-même « Le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. » Il attendit. Il attendit pendant un temps considérable. Mais 11 heures ayant sonné, sans qu'il vît personne, il ne put résister à la faim, et prit un poulet qu'il mangea en 2 bouchées et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin, et devenu plus hardi, il sortit de la salle, traversa plusieurs grands appartements, magnifiquement meublés. À la fin, il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé, et qu'il était las, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher. Il était 10 heures du matin quand il se leva le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien, qui était tout gâté. « Assurément, dit-il en lui-même, ce palais appartient à quelque bonne fée qui a eu pitié de ma situation. » Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige, mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille et vit une petite table où il y avait du chocolat. « Oh, je vous remercie, madame la fée, dit-il tout haut. Je vous remercie d'avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. » Le bonhomme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval. Et comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la belle lui en avait demandé une, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une bête si horrible qu'il fut tout près de s'évanouir. « Vous êtes bien ingrat, » lui dit la bête, d'une voix terrible. « Je vous ai sauvé la vie en vous recevant dans mon château, et pour ma peine, vous me volez mes roses, que j'aime mieux que toute chose au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute. Je ne vous donne qu'un quart d'heure pour demander pardon à Dieu. » Le marchand se jeta à genoux et dit à la bête en joignant les mains « Mon Seigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles qui m'en avait demandé. »« Je ne m'appelle point mon Seigneur, » répondit le monstre. « Je n'aime pas les compliments, moi. Je veux qu'on dise ce que l'on pense. Ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries. Mais vous m'avez dit que vous aviez des filles ? Je veux bien vous pardonner, à condition qu'une de vos filles vienne volontairement pour mourir à votre place. Ne me raisonnez pas, partez. Et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le bonhomme n'avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre, mais il pensa au moins « J'aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. » Il jura donc de revenir, et la bête lui dit qu'il pouvait partir quand il voudrait. « Mais je ne veux pas que tu t'en ailles les mains vides, » ajouta la bête. « Retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide. Tu peux y mettre tout ce qui te plaira. Je le ferai porter chez toi. » En même temps,
La bête se retira, et le bonhomme dit en lui-même « S'il faut que je meure, j'aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants. » Il retourna dans la chambre où il avait couché, et y ayant trouvé une grande quantité de pièces d'or, il remplit le grand coffre dont la bête lui avait parlé, le ferma, ayant repris son cheval qu'il retrouva dans l'écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu'il avait lorsqu'il y était entré. Son cheval prit de lui-même une de ces routes de la forêt, et en peu d'heures, le bonhomme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui, mais au lieu d'être sensibles à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de rose qu'il apportait à la belle. Il la lui donna et lui dit « La belle, prenez ces roses, elles coûteront bien cher à votre malheureux père. » Et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînés jetèrent de grands cris et dirent des injures à la belle, qui ne pleurait point. « Voyez ce que produit l'orgueil de cette petite créature, disait-elle. Que ne demandait-elle? Des ajustements comme nous? Mais non, mademoiselle voulait se distinguer. Elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile, reprit la belle. Pourquoi pleurerais-je la mort de mon père? Il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie. Et je me trouve fort heureuse, puisqu'en mourant, j'aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver toute ma tendresse. Non, ma sœur, lui dirent ses trois frères, vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre et nous périrons sous ses coups si nous ne pouvons le tuer. Ne l'espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand. La puissance de cette bête est si grande qu'il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la belle, mais je ne veux pas l'exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre. Ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu'à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la belle, que vous n'irez pas à ce palais sans moi. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin que me donnerait votre pète. On eut beau dire, la belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé à la douleur de perdre sa fille qu'il ne pensait pas au coffre qu'il avait rempli d'or. Mais aussitôt qu'il se fut renfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il est résolu de ne point dire à ses enfants qu'il était devenu si riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville et qu'il aurait été résolu de mourir dans cette campagne. Mais il confia ce secret à la belle, qui lui apprit qu'il était venu quelque gentilhomme pendant son absence, qu'il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier, car elle était si bonne qu'elle les aimait et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu'elle lui avait fait. Ces deux méchantes filles se frottaient les yeux avec un oignon pour pleurer lorsque la belle partit avec son père. Mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand. Il n'y avait que la belle qui ne pleurait point, parce que elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Leur cheval prit la route du palais, et sur le soir, ils l'aperçurent illuminé comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l'écurie, et le bonhomme entra avec sa fille dans la grande salle où ils trouvèrent une table magnifiquement servie, avec 2 couverts. Le marchand n'avait pas le cœur de manger, mais Belle, s'efforçant de paraître tranquille, se mit à table et le servit, et elle se disait en elle-même « La bête
veut m'engraisser avant de me manger, puisqu'elle me fait si bonne chère. » Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant, car il pensait que c'était la bête. La belle ne put s'empêcher de frémir en voyant cette horrible figure, mais elle se rassura de son mieux, et le monstre, lui ayant demandé si c'était de bon cœur qu'elle était venue, elle lui dit en tremblant que oui. « Vous êtes bien bonne, dit la bête. Je vous suis bien obligée. Bonhomme, partez demain matin et ne vous avisez jamais de revenir ici. » « Adieu la belle, adieu la bête, » répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira. « Ah, ma fille, dit le marchand en embrassant la belle, je suis à demi mort de frayeur, croyez-moi, laissez-moi ici. »« Non, mon père, lui dit-elle avec fermeté, vous partirez demain matin et vous m'abandonnerez au secours du ciel. Peut-être aura-t-il pitié de moi. » Ils furent se coucher et croyaient ne pas dormir de toute la nuit, mais à peine furent-ils dans leur lit que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la belle vit une dame qui lui dit « Je suis contente de votre bon cœur, la belle. La bonne action que vous faites en donnant votre vie pour sauver celle de votre père ne demeurera point sans récompense. » La belle, en s'éveillant, raconta ce songe à son père, et quoiqu'il le consolât un peu, cela ne l'empêcha pas de jeter de grands cris quand il fallut se séparer de sa chère fille. Lorsqu'il fut parti, la belle s'assit dans la grande salle et se mit à pleurer. Mais comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu et résolut de ne point chagriner pour le peu de temps qu'elle avait à vivre, car elle croyait fermement que la bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Et elle fut bien surprise de trouver une porte sur laquelle il y avait écrit « Appartement de la belle ». Elle ouvrit cette porte avec précipitation. Elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait. Mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin et plusieurs livres de musique. « On ne veut pas que je m'ennuie, » se dit-elle. Elle pensa ensuite « Si je n'avais qu'un jour à demeurer ici, on ne m'aurait pas fait faire une telle provision. » Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque et vit un livre où il y avait écrit en lettres d'or « Souhaitez, commandez, vous êtes ici la reine et la maîtresse. » Hélas, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père et de savoir ce qu'il fait à présent. Elle avait dit cela en elle-même, et quelle fut sa surprise, en jetant les yeux sur un grand miroir, d'y voir sa maison où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et malgré les grimaces qu'elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu'elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après tout cela disparut, et la belle ne put s'empêcher de penser que la bête était bien complaisante, qu'elle n'avait rien à craindre d'elle. À midi, elle trouva la table mise, et pendant son dîner, elle entendit un excellent concert, quoiqu'elle ne vît personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la bête, et ne put s'empêcher de frémir. « La belle, » lui dit ce monstre, « voulez-vous bien que je vous voie souper ?»« Vous êtes le maître ?» répondit-elle. « Non, il n'y a ici de maîtresse que vous. Vous n'avez qu'à me dire de m'en aller si je vous ennuie. Je sortirai tout de suite. Dites-moi, n'est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? » ?»« Cela est vrai, car je ne sais pas mentir. Mais je crois que vous êtes fort bon. »« Vous avez raison, » dit le monstre, « mais outre que je suis laid, je n'ai point d'esprit. Je sais bien, je ne suis qu'une bête. »« On n'est pas bête, reprit la belle.
Quand on croit n'avoir point d'esprit, un sot n'a jamais su cela. Mangez donc, la belle, lui dit le monstre, et tâchez de ne point vous ennuyer dans notre maison, car tout ceci est à vous, et j'aurais du chagrin si vous n'étiez pas contente. Vous avez bien de la bonté, lui dit la belle. Je suis bien contente de votre cœur. Quand j'y pense, vous ne me paraissez plus si laid. Oh, dame, oui, j'ai le cœur bon, mais je suis un monstre. Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d'homme, cachent un cœur faux, corrompu et ingrat. Si j'avais de l'esprit, reprit la bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier, mais je suis un stupide, et tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous suis bien obligée. La belle soupa de bon appétit. Elle n'avait presque plus peur de ce monstre, mais elle manqua de mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « La belle, voulez-vous être ma femme ?» Elle fut quelque temps sans répondre. Elle avait peur d'exciter la colère du monstre en le refusant. Elle lui dit pourtant en tremblant « Non, la bête. » Dans ce moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable que tout le palais en retentit. Mais la belle fut bientôt rassurée, car la bête lui en dit tristement adieu. Donc la belle sortit de la chambre en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. La belle, se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre bête. « Hélas, disait-elle, c'est bien dommage qu'elle soit si laide, elle est si bonne. » La belle passa 3 mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la bête lui rendait visite, l'entretenait pendant le souper avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu'on appelle esprit dans le monde. Et chaque jour, la belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L'habitude de le voir l'avait accoutumée à sa laideur. Loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait à sa montre pour voir s'il était bientôt 9 heures, car la bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n'y avait qu'une chose qui faisait de la peine à la belle, c'est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétré de douleur lorsqu'elle lui disait non. Elle dit un jour « Vous me chagrinez, la bête. Je pourrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie. Tâchez de vous contenter de cela. » « Il le faut bien, reprit la bête. Je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible, mais je vous aime beaucoup. Cependant, je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici. Promettez-moi que vous ne me quitterez jamais. » La belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l'avoir perdu, et elle souhaitait le revoir. « Je pourrais bien vous le promettre, de ne jamais vous quitter, mais j'ai tant envie de revoir mon père que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. » « J'aime mieux mourir moi-même, dit ce monstre. J'aime mieux mourir moi-même que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père, vous y resterez, et votre pauvre bête en mourra de douleur. »« Non, lui dit la belle. Je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans 8 jours. Vous m'avez fait voir que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis pour l'armée. Mon père est tout seul. Souffrez que je reste chez lui 1 semaine. »« Vous y serez demain matin, dit la bête, mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n'aurez qu'à mettre votre bague sur une table en vous couchant, quand vous voudrez revenir.
adieu la belle. La bête soupira selon sa coutume en disant ces mots, et la belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père, et ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle fit venir la servante, qui fit un grand cri en la voyant. Le bonhomme accourut à ce cri, et manqua de mourir de joie en revoyant sa chère fille. Ils se tinrent embrassés plus d'un quart d'heure. La belle, après les premiers transports, pensa qu'elle n'avait point d'habit pour se lever, mais la servante lui dit qu'elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre, plein de robes, toutes d'or garnies de diamants. La belle remercia la bonne bête de ses attentions. Elle prit la moins riche de ses robes et dit à la servante de serrer les autres dont elle voulait faire présent à ses sœurs. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. Son père lui dit que la bête voulait qu'elle garde tout cela pour elle. Les robes et le coffre revinrent aussitôt à la même place. La belle s'habilla, et pendant ce temps, on fit avertir ses sœurs qui accoururent avec leur mari. Elles étaient toutes deux fort malheureuses. L'aînée avait épousé un gentilhomme beau comme l'amour, mais il était si amoureux de sa propre figure qu'il ne s'était occupé que de cela depuis le matin jusqu'au soir et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il ne s'en servait que pour faire enrager tout le monde, et sa femme la première. Les sœurs de la belle manquèrent de mourir de douleur quand elles la virent habillée comme une princesse et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup quand elle leur eut conté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer, et elles se disaient « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous? Ne sommes-nous pas plus aimables qu'elle ?» Ma sœur, dit l'aînée, il me vint une pensée. Tâchons de l'arrêter ici plus de 8 jours. Sa sotte bête se mettra en colère et lui manquera de parole, et peut-être qu'elle la dévorera. Vous avez raison, ma sœur, répondit l'autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses. Et ayant pris cette résolution, elles remontèrent et firent tant d'amitié à leur sœur que la belle en pleura de joie. Quand les 8 jours furent passés, les deux sœurs s'arrachèrent les cheveux et firent tant les affliger de son départ qu'elle promit de rester encore 8 jours. Cependant, Belle se reprochait le chagrin qu'elle allait donner à la pauvre bête, qu'elle aimait de tout son cœur, et elle s'ennuyait de ne plus la voir. La 10e nuit, qu'elle passa chez son père, elle rêva qu'elle était dans le jardin du palais, et qu'elle voyait la bête couchée sur l'herbe, prête à mourir, et qui lui reprochait son ingratitude. La belle se réveilla en sursaut et versa des larmes. « Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une bête qui a pour moi tant de complaisance? Est-ce sa faute si elle est si laide, si elle a peu d'esprit? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser? Je serais plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leurs maris. Ce n'est ni la beauté, ni l'esprit d'un mari qui rendent une femme contente. C'est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance. Et la bête a toutes ces bonnes qualités. Je n'ai point d'amour pour elle, mais j'ai de l'estime, de l'amitié, de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse. Je me reprocherai toute ma vie mon ingratitude. » À ces mots, la belle se leva, mit sa bague sur la table et revint se coucher. À peine fut-elle dans son lit qu'elle s'endormit. Quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu'elle était dans le palais de la bête. Elle s'habilla magnifiquement pour lui plaire et s'ennuya à mourir toute la journée en attendant 9 heures du soir. Mais l'horloge eut beau sonner, la bête ne parut point. La belle alors craignit d'avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais en jetant de grands cris. Elle était au désespoir. Après avoir cherché partout,
Elle se souvint de son rêve et courut dans le jardin, vers le canal, où elle l'avait vu en dormant. Elle trouva la pauvre bête, étendue, sans connaissance, et elle crut qu'elle était morte. Elle se jeta sur son corps, sans avoir horreur de sa figure, et sentant que son cœur battait encore, elle prit de l'eau dans le canal et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux et dit à la belle : « Vous avez oublié votre promesse. Le chagrin de vous avoir perdu m'a fait résoudre à me laisser mourir de faim. Mais je meurs content, puisque j'ai le plaisir de vous revoir encore une fois. »« Non, ma chère bête, vous ne mourrez point. Vous vivez pour devenir mon époux. Dès ce moment, je vous donne ma main et je jure que je ne serai qu'à vous. » Hélas, je ne croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais la douleur que je sens me fait voir que je pourrais vivre sans vous voir. À peine la belle eut prononcé ces paroles qu'elle vit le château, brillant de lumière, des feux d'artifice, la musique, tout lui annonçait une fête. Mais toutes ces beautés n'arrêtèrent point sa vue. Elle se retourna vers sa chère bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise! La bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses pieds qu'un prince plus beau que l'amour, qui la remerciait d'avoir fini son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, elle ne put s'empêcher de lui demander où était la bête. « Vous la voyez à vos pieds, » lui dit le prince. « Une méchante fée m'avait condamné à rester sous cette figure, jusqu'à ce qu'une belle fille consentît à m'épouser. Et elle m'avait défendu de faire paraître mon esprit, ainsi qu'il n'y avait que vous, dans le monde, assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère, et en vous offrant ma couronne, je ne puis m'acquitter des obligations que je vous ai. » La belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château, et la belle manqua mourir de joie en trouvant dans la grande salle son père et toute sa famille, que la belle dame qui lui était apparue en songe avait transportée au château. « La belle, » lui dit cette dame, qui était une grande fée, « venez recevoir la récompense de votre bon choix. Vous avez préféré la vertu à la beauté et à l'esprit. Vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine. J'espère que le trône ne détruira pas vos vertus. » « Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de la belle, je connais votre cœur et toute la malice qu'il renferme. Devenez de statue, mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d'autre peine que d'être témoin de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu'au moment où vous reconnaîtrez vos fautes. Mais j'ai bien peur que vous ne restiez toujours statue. On se corrige de l'orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse, mais c'est une espèce de miracle que la conversion d'un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie, et il épousa la belle, qui vécut avec lui fort longtemps, et dans un bonheur parfait, parce qu'il était fondé sur la vertu. Aujourd'hui, un conte allemand, ce conte s'appelle « L'arbre merveilleux ». Il était une fois un pauvre garçon qui chaque jour devait garder les cochons. Chaque matin, il les menait dans la forêt toute proche, afin de les engraisser avec les faines des hêtres et les glands des chênes. Il grandissait et se trouvait proche de ses 18 ans, quand un matin, alors qu'il s'était aventuré un peu plus loin qu'à l'ordinaire,
Il se trouvait au pied d'un grand arbre. Il était si haut que ses branches se perdaient dans les nuages. « Mais qu'est-ce que c'est que cet arbre ?» se demanda-t-il. « Comme j'aimerais voir le monde depuis le haut de sa cime. Essayons. » Il entreprit donc de grimper. Il grimpa et grimpa encore le long du tronc de l'arbre. Il grimpait encore lorsque midi sonna au clocher de la vieille église. Il grimpait toujours lorsque le soleil se coucha sur la plaine. Il grimpait toujours et n'était encore parvenu qu'aux premières branches lorsqu'il fit tout à fait noir. Heureusement, il était parvenu à une fourche et il résolut de passer la nuit dans ce nid de fortune, attaché par les lanières de son fouet, afin de ne pas tomber. Lorsqu'il se réveilla au matin, il recommença son ascension. À midi, il était parvenu à une certaine hauteur dans le branchage, sans pour autant voir le sommet de l'arbre. Il grimpait toujours lorsque le soir descendit doucement. L'arbre se déployait en une infinité de branches et ne semblait pas vouloir se terminer. Il s'apprêtait à passer une nuit encore lié par les lanières de son fouet, lorsqu'il découvrit un village disposé dans la frondaison de l'arbre. « D'où viens-tu » lui demandèrent les paysans fort surpris à sa vue. « Je viens d'en bas. »« Tu as donc fait un bien long voyage, reste chez nous, nous trouverons à t'employer. » Le garçon demanda. « L'arbre prend-il fin ici ?»« Oh non, le sommet est encore un bon bout plus haut. »« Je ne peux donc pas rester chez vous, mais j'aimerais manger quelque chose. J'ai tellement faim et je suis si lasse. Pourrais-je passer la nuit ici? Demain, je partirai. » Les paysans lui donnèrent à manger et à boire et le laissèrent dormir chez eux. Au matin, il remercia pour leur bon accueil et il se remit en route le long du tronc. Le soleil était déjà très haut dans le ciel quand il parvint à un immense château. À l'une des fenêtres se tenait une superbe jeune fille. Celle-ci parut fort réjouie lorsqu'elle le vit, et elle l'invita à venir demeurer chez elle. « L'arbre prend-il fin ici ?» demanda le garçon. « Oh non, le sommet est encore un bon bout plus haut, mais tu ne peux aller plus haut. Je t'en prie, reste auprès de moi. »« Que fais-tu ici toute seule ?»« Je suis la fille d'un roi, mais un enchanteur m'a enfermée ici pour que je vive et que j'y meure. » Et là, elle éclata en gros sanglots. Le garçon parut ému par les pleurs de la princesse. « Je veux bien passer un peu de temps auprès de toi, et qui sait, peut-être pourrais-je t'aider. » Le garçon pénétra dans le château, et comme la fille était belle et gracieuse, elle lui plut chaque jour un peu plus. Il resta à ses côtés 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, et le temps s'évanouit pour lui. Ses moindres désirs étaient comblés sans même qu'il ait le besoin d'en parler. Il ne vit jamais l'enchanteur, et il vivait heureux dans l'arbre auprès de la princesse. Tout aurait été pour le mieux si la princesse ne lui avait défendu de pénétrer dans une pièce du château, une chambre située à l'extrême nord. « Si tu y pénètres, tu nous rendrais malheureux l'un et l'autre. » Il avait obéi pendant un certain temps, mais l'idée d'y aller se faisait un peu plus insistante. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Quelle est cette chose qui pourrait nous rendre malheureux? Je veux le savoir. Un jour, que la princesse était dans sa chambre occupée à broder, il prit les clés suspendues dans la grande salle et s'en alla vers la chambre interdite. Il chercha longtemps la bonne clé et finalement
la lourde porte s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait rien, si ce n'est un corbeau noir fixé sur le mur par 3 clous en or. L'un lui traversait le cou et les 2 autres retenaient ses ailes. « Ah, enfin te voilà! Heureusement que tu t'es décidé à venir. Je suis presque mort de soif. Donne-moi un peu d'eau qui se trouve dans la cruche posée sur la table, sans quoi je périrai. » Le jeune homme réfléchit, mais son bon cœur se laissa attendrir. Il pensa qu'en pareille situation, il serait bien heureux qu'on lui donne un peu d'eau. Il versa une goutte au corbeau, dans le bec du corbeau. À peine avait-elle touché la langue de l'oiseau que le clou qui tenait son cou roula sur le sol. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le garçon. « Ce n'est rien. Donne-moi encore une goutte. Ne me laisse pas mourir. »« Si tu le veux, » dit le garçon qui versa une seconde goutte sur la langue de l'oiseau. Cette fois, c'est le clou qui tenait l'aile droite qui roula sur le sol. « C'en est assez, » dit le garçon. « Je t'en supplie, sois bon avec moi. Une seule goutte, donne-moi une seule goutte et je te laisserai tranquille. » Lorsque le garçon la lui eut donnée, le 3e clou se détacha aussitôt. L'oiseau, libéré de ses liens, étendit les ailes et s'envola par la fenêtre en croassant. Le garçon, fort effrayé, courut rapidement hors de la chambre, dont il referma à clé la lourde porte. « Pourvu que la princesse ne s'en aperçoive pas, » se dit-il tout bas. Hélas, la princesse s'en était aperçue. Au moment où il pénétrait dans la salle où elle se trouvait, elle se piqua au doigt, et, pâle et tremblante, elle le regarda entrer. « Tu es allé dans la salle interdite. L'enchanteur qui m'a ensorcelé va bientôt arriver pour m'enlever, et tu ne me retrouveras difficilement. » Elle se mit à pleurer, et le garçon ne parvint pas à la consoler, même lorsqu'il lui promit que, où qu'elle soit par le monde, il la retrouverait. Le lendemain, à son réveil, la princesse avait disparu. Il resta durant 3 jours et 3 nuits à l'attendre, mais las d'attendre, il se remit en route. Il grimpa et grimpa encore le long du tronc de l'arbre. Il avançait toujours plus haut dans le branchage, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à une forêt si dense et si sombre qu'aucun rayon de lumière ne réussissait à pénétrer. Il chercha sa princesse sans découvrir aucune trace de son passage. Au bout du 3e jour, il aperçut enfin une clarté dans l'obscurité. Il la suivit, et ce n'est que 3 jours plus tard qu'il parvint dans une clairière où il trouva une petite cabane de chasse. Il y entra et découvrit sa princesse étendue sur son lit. « Comment as-tu pu me retrouver ? Ne t'avais-je pas promis de te retrouver où que tu sois par le monde ? Mais ne perdons pas de temps, il faut fuir avant que l'enchanteur ne revienne te chercher. » Ils coururent à travers la forêt sans se retourner jusqu'à ce que la princesse, épuisée, demande grâce. Ils s'assirent au pied d'un grand chêne et la princesse posa sa tête sur les genoux de son compagnon et s'endormit. Il la contemplait, tout à son bonheur de l'avoir retrouvée, lorsqu'il remarqua un petit sac en jute attaché à son cou. Il l'ouvrit et y découvrit une pierre merveilleuse, tant par sa couleur que par sa forme. Il s'amusait à laisser des rayons de lumière la traverser, s'émerveiller de ses reflets, et la posa finalement dans l'herbe. Lorsqu'il voulut la reprendre, un corbeau l'avait saisie et voletait de branche en branche. « C'est encore un coup de l'enchanteur, » pensa le jeune homme effrayé.
il entreprit de la récupérer et jeta des pierres en direction de l'oiseau sans jamais l'atteindre. Le corbeau volait de branche en branche, d'arbre en arbre, poursuivi par le garçon. Finalement, il disparut et le garçon voulut revenir vers la princesse. Il ne trouva jamais son chemin et s'égara plus profondément dans la forêt. Il avait marché longtemps, lorsqu'il rencontra un homme fort beau et richement vêtu. Il lui expliqua qu'il cherchait son ami et lui demanda s'il connaissait un grand chêne. « Les arbres tels que tu le décris sont nombreux dans la forêt. Viens plutôt avec moi. Tu t'en trouveras bien et tu auras tout le temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire pour retrouver ta princesse. » Il suivit l'homme sans prendre attention au chemin qu'il suivait, perdu qu'il était dans ses pensées et ses remords. Mais tout cela ne changeait rien à son chagrin. Ils arrivèrent bientôt près d'une belle maison blanche où 11 jeunes garçons étaient assis autour d'une table richement couverte. « Maintenant que vous êtes au complet, vous resterez toujours près de moi et vous aurez tout ce que vous désirez, mais au bout de l'année, il vous faudra résoudre 3 énigmes. Celui qui ne le pourra devra mourir, alors que celui qui réussira recevra une bourse pleine d'or. » Les 11 jeunes gens se réjouirent, mais le jeune homme se tut et pensa « Que m'importe de mourir? La vie ne m'est plus une joie, mais qui sait si je résous les énigmes, si je retrouverai pas ma princesse ?» La vie suivait son cours. Les 11 jeunes gens vivaient joyeusement, alors que le 12e restait silencieux dans son coin, rêvant de sa princesse perdue. Lorsqu'elle s'était réveillée, la princesse avait bien deviné que l'enchanteur lui avait encore joué un tour. Elle se mit donc en route, courageusement dans la forêt, et atteint après des jours de marche un petit village où elle se fit construire une petite auberge. Elle fit une belle enseigne où l'on pouvait lire « Ici, on reçoit gratuitement ceux qui sont malades, tristes et sans secours. » Car elle pensait que son bien-aimé reviendrait peut-être un jour, malade et désespéré. L'année avait passé fort vite, sans que les 11 garçons de la belle maison n'aient songé aux 3 énigmes. Le 12e, au contraire, y pensait de plus en plus. Un soir qu'il se sentait anxieux et tourmenté, il s'en alla dans la forêt et s'étendit sous un arbre. Il entendit des oiseaux atterrir sur la cime et il reconnut la voix de son maître, qui lui sembla était aussi celle du corbeau auquel il avait jadis donné à boire. Il se tint immobile et écouta. « Demain, nous tuerons 12 jeunes garçons, dont celui qui a voulu ravir ma princesse. Celle-ci vit seule et triste à mourir, mais elle va être mienne pour toujours. » « Comment peux-tu en être si certain ?» croissa une autre voix. « Demain, ils devront résoudre 3 énigmes dont ils ne connaissent pas les réponses. »« Croix, 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 et que sont ces énigmes ?» croissa la 3e voix. « Ce sont 3 toutes petites questions. De quoi est faite la maison? D'où vient la nourriture? Pourquoi ne fait-il jamais nuit à l'intérieur de la maison? » « Croix, 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 et quelles sont les réponses ?» croissa la 2e voix. « La maison est faite avec des os d'hommes de pêcheurs. La nourriture vient de la cuisine du diable, et la lumière vient de la pierre que j'ai volée au jeune garçon et qui est suspendue dans la grande salle. »« Croix, 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 et tous les 3 s'envolèrent. Pour la première fois depuis un an, le garçon passa une excellente nuit. Le lendemain, le maître appela les 12 garçons et lui demanda de se mettre en file, les uns derrière les autres. Ils s'installèrent
et le jeune homme se plaça le dernier. Voilà arrivé le jour des énigmes. Répondez-moi les uns après les autres. De quoi est faite la maison? De glaise, dit le premier. De bois, dit le second. De pierre, dit le troisième. De briques, dit le quatrième. De boue, dit le cinquième. De torchis, dit le sixième. De paille, dit le septième. De verre, dit le huitième. De fer, dit le neuvième. De cailloux, dit le dixième. De carton, dit le onzième. D'os d'homme pêcheur, dit le dernier. Tu as deviné juste, mais passons à la seconde énigme. D'où provient la nourriture que vous mangez? De la cuisine, dit le premier. De la forêt, dit le second. De la gargote, dit le troisième. De la voisine, dit le quatrième. Des animaux, dit le cinquième. Du jardin, dit le sixième. Du marché, dit le septième. Des arbres, dit le huitième. Des racines, dit le neuvième. De la mer, dit le dixième. Du ciel, dit le onzième. De la cuisine du diable, dit le dernier. Tu as deviné juste, mais passons à la troisième énigme. D'où vient la lumière qui éclaire si vivement la maison jusque dans la nuit? D'une lampe, dit le premier. Du soleil, dit le second. De la lune, dit le troisième. Des étoiles, dit le quatrième. Du feu, dit le cinquième. De la terre, dit le sixième. De la forge, dit le septième. D'une bougie, dit le huitième. De la foudre, dit le neuvième. De la mer, dit le dixième. Du ciel, dit le onzième. De la pierre que tu m'as volée et qui se trouve au plafond, dit le dernier. Tu as deviné juste. Voici la bourse qui ne s'épuise jamais. Et il trancha la tête aux 11 autres compagnons du jeune homme qui, dans l'intervalle, s'étaient précipités dans la grande salle et avaient récupéré la pierre de la princesse. Il s'était remis en route, toujours plus haut dans l'arbre, sans grand espoir de retrouver la princesse. Il errait, las, misérable, malheureux, lorsqu'il se présenta devant l'auberge construite par la princesse. Il lut l'enseigne, mais il avait bien les moyens de payer son gîte grâce à la bourse qui ne se vide jamais. Il entra et fut accueilli par la princesse. Cependant, ils ne se reconnurent pas, tant les années les avaient changés l'un et l'autre. Une servante le conduisit vers sa chambre et voulut lui faire de la lumière. Ce n'est pas la peine. Et il tira de sa poche la pierre lumineuse qui éclaira toute la pièce. La servante se précipita chez sa maîtresse pour lui raconter le prodige. La princesse, très intéressée, se rendit auprès de son hôte et lui demanda d'où provenait cette pierre. La question à peine posée, ils se reconnurent à la lumière magique. Après que la princesse l'eut bien soignée, ils eurent tous deux le désir de retourner dans leur patrie et entreprirent la longue descente vers la terre. Lorsqu'ils furent arrivés tout en bas, ils ne se retrouvèrent rien des paysages qu'ils avaient laissés. Auchan avait fait place des gratte-ciel et des autoroutes. Personne ne les reconnut. Leurs parents étaient morts depuis longtemps. Ils se rendirent compte que eux aussi étaient devenus bien vieux.
Ils tombèrent en poussière, et personne ne put jamais expliquer qui ils étaient et d'où ils venaient. À côté du petit tas de cendres, on retrouva la pierre brillante qu'un enfant emporta et personne n'en entendit plus jamais parler.